Nous nous taisions toujours depuis de longues minutes, quand voilà que quelqu'un prononce le nom de Gallus. « Le pauvre », dit Cornélesti. « Moi, je l'ai encore vu il y a des années, ça doit faire déjà 7 ou 8 ans, et dans des conditions très tristes. Il lui était alors arrivé, à propos d'un roman policier, une histoire qui elle-même en est un, le plus palpitant et le plus douloureux que j'ai jamais vécu. Ainsi donc, vous l'avez connu, ne serait-ce qu'un peu. Ah, c'était un garçon de talent, brillant, plein d'intuition, et qui plus est, consciencieux et cultivé. Il parlait plusieurs langues. Il savait si bien l'anglais que le prince de Galles lui-même, dit-on, aurait pris des leçons auprès de lui. Il avait vécu 4 ans à Cambridge. Mais il avait un défaut fatal. Non, il ne buvait pas, mais il raflait tout ce qui lui tombait sous la main. Il était voleur comme une pie. Que ce soit une montre de gousset, des pantoufles, un énorme tuyau de poêle, aucune importance. Il ne se préoccupait pas plus de la valeur de ses larcins que de leur volume et de leur dimension. Il ne voyait même pas le plus souvent leur utilité. Son plaisir consistait simplement à faire ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire, voler. Nous, ses amis les plus proches, nous nous efforcions de lui faire entendre raison. Avec affection, nous faisions appel à ses bons sentiments. Nous le réprimandions, nous le menacions. Lui, il était d'accord. Il ne cessait de promettre de lutter contre sa nature, mais sa raison avait beau se défendre, la nature était la plus forte. Sans arrêt, il récidivait. Plus d'une fois, il s'est trouvé confondu et humilié en public par des inconnus. Plus d'une fois, il a été pris sur le fait. Et nous, alors, nous devions déployer d'incroyables efforts pour effacer d'une manière ou d'une autre les conséquences de ses actes. Mais un jour, dans l'Express de Vienne, il a soustrait son portefeuille à un négociant morave qui, sur le champ, l'a saisi au collet et, à la station suivante, l'a remis aux gendarmes. On l'a ramené pieds et poings liés à Budapest. De nouveau, nous avons essayé de le sauver. Vous qui êtes écrivain, vous n'êtes pas sans savoir que tout dépend des mots, la valeur d'un poème aussi bien que le sort d'un homme. Nous avons tenté de prouver que c'était un kleptomane et non un voleur. Kleptomane est en général quelqu'un qu'on connaît, voleur, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le tribunal ne le connaissait pas. Aussi l'a-t-il jugé comme voleur et condamné à 2 ans de prison. Après sa libération, par une sombre matinée de décembre, un peu avant Noël, voilà qu'il fait irruption chez moi, affamé et déguenillé. Il tombe à mes genoux, il me supplie de ne pas l'abandonner, de lui venir en aide, de lui procurer du travail. Qu'il écrive sous son propre nom, il n'en était plus question alors pour quelque temps. Mais il ne savait rien faire d'autre qu'écrire. Je suis donc allé voir un brave éditeur plein d'humanité. Je l'ai recommandé chaleureusement et l'éditeur, le lendemain, lui a confié la traduction d'un roman policier anglais. C'était une de ces choses bonnes pour la poubelle, dont on a honte de se salir les mains. On ne les lit pas. On les traduit à la rigueur, mais en mettant des gants. Son titre, je m'en souviens encore aujourd'hui, « Le mystérieux château du comte Vitsislav ». Mais quelle importance! J'étais content d'avoir pu faire quelque chose, et lui l'était d'avoir du pain. Et, tout heureux, il s'est mis à l'ouvrage. Il a travaillé avec tant de zèle que même sans attendre le délai fixé, au bout de 3 semaines, il remettait son manuscrit. J'ai été infiniment surpris quand quelques jours plus tard, l'éditeur m'a fait savoir au téléphone que la traduction de mon protégé était totalement inutilisable et qu'il n'était pas disposé à en donner même un rotin. Je n'y comprenais rien. J'ai pris aussitôt une voiture, je me suis fait conduire chez l'éditeur. Celui-ci, sans un mot, me met en main le manuscrit. Notre ami l'avait joliment dactylographié, avait numéroté les pages, les avait même attachées avec un ruban aux couleurs nationales. C'était bien de lui, tout ça, car je crois l'avoir déjà dit, en ce qui concernait la littérature, c'était quelqu'un de sûr, d'une scrupuleuse minutie. J'ai commencé à lire le texte, avec des cris de ravissement, des phrases claires, des tournures ingénieuses, de spirituelles trouvailles linguistiques se succédaient, dont cette camelote n'était peut-être même pas digne. Ahuri, je demande à l'éditeur ce qu'il avait pu y trouver à redire. Il me tend alors l'original anglais, toujours sans un mot, puis il m'invite à comparer les 2 textes. Je me suis plongé dedans, je suis resté une demi-heure les yeux tantôt sur le livre, tantôt sur le manuscrit. À la fin, je me suis levé consterné et j'ai déclaré à l'éditeur qu'il avait parfaitement raison. Pourquoi ? N'essayez pas de le deviner, vous vous trompez.
Ce n'était pas le texte d'un autre roman qu'il avait glissé dans son manuscrit. C'était vraiment, coulante, pleine d'art et par endroits de verve poétique, la traduction du mystérieux château du comte Vítislav. Vous vous trompez encore, il n'y avait pas non plus dans son texte un seul contresens. Après tout, il savait parfaitement et l'anglais et le hongrois. Ne cherchez plus, vous n'avez encore rien entendu de pareil. C'était autre chose qui clochait, tout autre chose. Moi-même, je ne m'en suis rendu compte que lentement, graduellement. Suivez-moi bien. La première phrase de l'original anglais disait ceci. « L'antique château rescapé de tant d'orages resplendissait de toutes ses 36 fenêtres. Là-haut, au premier étage, dans la salle de bal, 4 lustres de cristal prodiguaient une orgie de lumière. » La traduction hongroise disait « L'antique château rescapé de tant d'orages resplendissait de toutes ses 12 fenêtres. Là-haut, au premier étage, dans la salle de bal, 2 lustres de cristal prodiguaient leur orgie de lumière. » J'ai ouvert de grands yeux et j'ai continué ma lecture. À la 3e page, le romancier anglais avait écrit « Avec un sourire ironique, le comte Vítislav sortit d'un portefeuille bien bourré et leur jeta la somme demandée, 1500 livres sterling. » L'écrivain hongrois avait traduit comme suit. Avec un sourire ironique, le comte Vítislav sortit un portefeuille et leur jeta la somme demandée, 150 livres sterling. J'ai été pris d'un soupçon de mauvais augure, qui, hélas, dans les minutes suivantes, s'est changé en triste certitude. Plus loin, au bas de la 3e page, je lis dans l'édition anglaise « La comtesse Éléonore était assise dans un des angles de la salle de bal en tenue de soirée. Elle portait ses bijoux de famille anciens. Sur sa tête, un diadème garni de diamants hérités de sa trisaïeule, épouse d'un prince électeur allemand. Sur sa gorge, d'une blancheur de cygne, un collier de véritables perles aux reflets opalescents. Et quant à ses doigts, il ne pouvait presque plus bouger tant il portait de bagues ornées de brillants, de saphirs et d'émeraudes. Cette description haute en couleur, je n'ai pas été peu surpris de constater que le manuscrit hongrois la rendait ainsi. La comtesse Éléonore était assise dans un des angles de la salle de bal en tenue de soirée. Point. Rien de plus. Le diadème garni de diamants, le collier de perles. Et oui, c'est très drôle. Les bagues ornées de brillants, de saphirs et d'émeraudes, tout cela manquait. Comprenez-vous ce qu'avait fait notre malheureux confrère? Cet écrivain si digne pourtant d'un sort meilleur, il avait tout simplement volé les bijoux de famille de la comtesse Éléonore. Comme il avait dépouillé avec une légèreté tout aussi impardonnable le comte Vítislav, pourtant si sympathique, de ses 1500 livres, ne lui en laissant que 150, et soustrait 2 des 4 lustres de cristal de la salle de bal, et subtilisé 24 des 36 fenêtres de l'antique château rescapé de tant d'orage. Et ça marche bien. J'étais pris de vertige, mais ma consternation a été à son comble quand j'ai constaté tout doute exclu que la chose, avec un fatal esprit de suite, se retrouvait du début à la fin de son travail. En quelques lieux que sa plume est passée, le traducteur avait causé préjudice au personnage. Et cela à peine connaissance faite et sans égard pour aucun bien mobilier ou immobilier. Il avait porté atteinte au caractère incontestable, quasi sacré de la propriété privée. Il travaillait de diverses manières. Le plus souvent, les objets de valeur, ni vus ni connus, avaient disparu. De ses tapis, de ses coffres-forts, de cette argenterie destinée à relever le niveau littéraire de l'original anglais, je ne trouvais dans le texte hongrois aucune trace. En d'autres occasions, il en avait chippé une partie seulement, la moitié ou les 2 tiers. Quelqu'un faisait-il porter par son domestique 5 valises dans son compartiment de train, il n'en mentionnait que 2, et passait sournoisement sous silence les 3 autres. Pour moi, en tout cas, ce qui m'a paru le plus accablant, car c'était nettement une preuve de mauvaise foi et de veulerie, c'est qu'il lui arrivait fréquemment d'échanger les métaux nobles et les pierres précieuses contre des matières viles et sans valeur. Le platine contre du fer blanc, l'or contre du cuivre, le vrai diamant contre du faux, ou même contre de la verroterie.
j'ai pris congé de l'éditeur L'Oreille Basse. Par curiosité, je lui ai demandé le manuscrit et l'original anglais. Intrigué par la véritable énigme que posait ce roman policier, j'ai poursuivi mon enquête à la maison et dressé un inventaire exact des objets volés. d'1h de l'après-midi jusqu'à 6h30 du matin, j'ai travaillé sans répit. J'ai fini par établir que dans son égarement, notre confrère, au cours de sa traduction, s'était approprié au détriment de l'original, illégalement et sans y être autorisé, 1 579 251 livres sterling, 177 bagues en or, 947 colliers de perles, 181 montres de gousset, 309 paires de boucles d'oreilles, 435 valises, sans parler des propriétés, forêts, pâturages, châteaux ducaux, baroniaux, et autres menus bricoles, mouchoirs, cure-dents, clochettes, dont l'énumération serait longue et peut-être inutile. Où les avait-il mis ? Ces biens mobiliers et immobiliers, qui n'existaient tout de même que sur le papier, dans l'empire de l'imagination, et quel était son but en les volant ? Un tel examen nous entraînerait loin, aussi n'irais-je pas plus avant. Mais tout cela m'avait convaincu qu'il était toujours l'esclave de sa passion coupable ou de sa maladie, qu'il n'y avait pour lui aucun espoir de guérison et que de la société des honnêtes gens, il ne méritait pas le soutien. Dans mon indignation morale, je lui ai retiré ma protection, je l'ai abandonné à son sort. Depuis, je n'en ai plus jamais entendu parler.